Alors, sans plus tarder, en fait, on va enchaîner avec une deuxième présentation qui est celle de Julien Prudhomme, donc qui est membre du CIRST et professeur à l'UQTR, qui s'intitule donc la présentation, à moins que ça ait changé depuis, La COVID et les politiques des professions, des usages stratégiques, pardon, de la crise. Et pour s'entretenir avec lui, il y aura Tracy L. Adams de l'Université Western Ontario et Jean-Luc Bédard de l'Université TELUC, qui sont tous les deux avec nous. Alors, Julien, si tu es prêt, c'est à toi. Merci, je vais partager mon propre PowerPoint. Merci beaucoup. Nous, on a triché, on ne fera pas une présentation par interlocuteur comme prévu. On va vraiment faire une présentation à trois pour vous présenter cette recherche que j'ai le privilège de faire avec mes collègues Tracy et Jean-Luc, que Jean-Benoît a bien présenté. Voilà. Excusez-moi. Ce qu'on vous avait présenté il y a un an, c'était les premiers moments d'un projet portant sur les premiers moments d'un projet qui portait sur le comportement des ordres professionnels en contexte de COVID. Et c'était un projet qui portait sur la façon dont les ordres professionnels, c'est-à-dire ces ordres qui réglementent de larges pans du marché de l'expertise, qu'il s'agisse en médecine, dans le domaine de l'aménagement du territoire, dans plusieurs technologies, disons, de la comptabilité ou de l'organisation du travail, qui réglementent l'accès au marché du travail expert, l'exercice de champ de pratique, etc., et qui organise, dans le fond, une grosse portion du marché des services experts. Et le projet qu'on avait soumis, dans le fond, il visait à répondre à la fois à des enjeux de fond et à des enjeux de méthode. L'enjeu de fond, c'est qu'à cause de l'importance des professionnels et des ordres professionnels dans l'exercice des expertises de façon générale, c'est intéressant de savoir comment les ordres professionnels exercent leur autorité. Or, on sait que la façon dont les ordres professionnels exercent leur autorité, que ce soit au Québec, en Ontario, en Europe, en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui varie beaucoup selon les contextes, qui est lié notamment à des éléments de conjoncture ou à des héritages historiques de différentes natures, qui incluent des événements comme par exemple une crise ou une pandémie. Alors, sur le fond, l'objectif de notre projet, c'était d'utiliser en quelque sorte la pandémie comme occasion pour évaluer l'effet d'une crise, donc d'une conjoncture particulière, et de l'évaluer dans deux lieux différents, c'est-à-dire dans deux provinces, que sont le Québec et la Colombie-Britannique. Ce qu'on avait présenté l'année dernière, c'était un tout petit corpus qui contenait environ 130 documents. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, dans le fond, c'est la version, nous aussi, étendue de cette démarche-là, par laquelle on a poursuivi une cueillette de différents types de documents qui visent à répondre à notre question de fond que j'évoquais tantôt, mais aussi à soulever, à creuser, à réfléchir sur des enjeux de méthode qui sont importants en sociologie des professions parce que les politiques professionnelles, les démarches des ordres professionnels pour réguler l'expertise sont des choses qui ne sont pas faciles à capter nécessairement. Donc, en plus des enjeux de fond que j'évoquais, se posait la question méthodologique, mais par quel moyen documentaire on peut capter la façon dont les ordres professionnels exercent ou essaient d'exercer leur autorité et quelle est la visibilité de cet exercice du pouvoir dans l'espace public. Pour ce faire, ce qu'on se proposait de réaliser et ce qu'on est en train de réaliser, c'est de construire 3 corpus documentaires distincts pour capter de 3 façons différentes l'activité des ordres professionnels ou des autorités qui régulent les professions réglementées. Le premier de ces corpus qu'on a constitué pendant la période qui commence avec le début de la pandémie, c'est ce qui s'appelle ici les documents réglementaires, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver, par exemple, les règlements, les arrêtés ministériels
tout ce qu'on va trouver, par exemple, dans la Gazette officielle du Québec et qui témoigne de l'activité réglementaire du gouvernement québécois ou de ses équivalents en Colombie-Britannique. Moyennant quelques adaptations de la cueillette, on est allé chercher les documents équivalents en Colombie-Britannique. Le second corpus est composé des documents qualifiés ici de médiatiques, c'est-à-dire vraiment repêchés c'est sur les sites web des médias traditionnels, qu'il s'agisse de journaux ou de radio-télévision, comme Radio-Canada, par exemple. Et le troisième corpus se compose de ce qu'on appelle ici des documents institutionnels et qui inclut les documents produits par les ordres professionnels eux-mêmes ou par des organismes qui sont censés les réguler, comme au Québec, l'Office des professions, par exemple. Et notre pari, en fait, notre souhait, c'était de montrer comment, dans le détail, ces trois corpus documentaires distincts permettent de lire l'activité des ordres professionnels et en fait de déterminer qu'est-ce que chaque corpus montre, ne montre pas, et est-ce que ce qui est visible dans un des corpus va l'être également dans d'autres. Ça a des incidences méthodologiques pour la sociologie des professions. Ce qu'on vous avait soumis l'année dernière, c'était un tout petit corpus limité à 131 documents réglementaires du Québec. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la totale, c'est-à-dire l'année passée, ça couvrait une période d'à peu près 9 mois. Aujourd'hui, on vous présente une cueillette qui couvre une période d'environ 18 ou 19 mois dans les 2 provinces concernées et qui concerne les 3 catégories de documents que vous avez ici. Donc, quelques centaines de documents réglementaires, quelques milliers de documents médiatiques et quelques centaines de documents institutionnels. Je vais céder la parole à ma collègue. En fait, on va chacun présenter un morceau de résultats. Ma collègue Tracy va commencer en parlant de résultats qui portent sur les professions de santé, ce qui est logique en contexte de pandémie. Moi, je vais passer sur ce qu'on a pu observer sur les professions qui ne sont pas directement liées au réseau de santé. Et ensuite, mon collègue Jean-Luc va conclure en parlant d'un enjeu capital et transversal qui est toute la politique de l'admission de professionnels venus de l'étranger. Je donne donc la parole à Tracy Adams. Okay. Merci, Julien. I'll be presenting in English, though the slides are en français. So some of the issues that interest us are as follows. So, we're interested in how the pandemic impacted what health professionals do and how they do it. So to what extent the orders are kind of changing what is happening. And then also in terms of the different data sets, we're interested in how these changes are being represented. So when there are changes made in terms of these orders or regulations about what professionals could do, how are the institutional bodies writing about it? What are they saying about it? And then how are these picked up in the media? So put together some tables just to give some preliminary findings. And this is comparing, of course, British Columbia and Quebec on just a few key changes in terms of scopes of practice. So we see a lot of practices that affect a lot of health professions. These are just the very straightforward aspects of who can give a COVID test, who can administer a vaccine, and the changes in British Columbia and Quebec are actually pretty similar. Also, the groups that seem to be most impacted are pretty similar across the 2 provinces, with a lot of regulations changing what nurses do, midwives and pharmacists. In terms of nurses, in British Columbia, they had opportunities to expand their ability to order lab tests, to diagnose, to prescribe, but especially with respect to the opioid crisis that was made worse during the pandemic. And they also had an enlarged signing authority. In Quebec, it was some advanced practice nurses that really saw an enlargement and extension of their powers. With respect to midwives in Quebec, again, a pretty wide extension of their powers in terms of writing prescriptions and screening.
And in BC, there was less. They did see some expansions. Pharmacists in both areas were allowed to renew prescriptions without a doctor's order. But in Quebec, there was a greater enlargement of their capacity to prescribe. And also physiotherapists were allowed to prescribe radiographs. Next, in terms of other changes affecting practice, of course, there were in both provinces closures of some professional offices, people like dentists, chiropractors, some changes to how they conducted practice, vaccine mandates. We also see an expansion of telepractice, probably a bit more in British Columbia than Quebec. Pharmacists, again, it's not only what they were allowed to do that changed, but how they did it, with some minor changes in British Columbia, and I think some much more substantial changes impacting how pharmacists interacted with other health professionals in Quebec. And both provinces saw an expansion of temporary registers, though it was mostly to bring in the recently retired and those who had recently left practice back into practice. It was a very limited extension of power to practice. So looking at these issues and then seeing how these and others, how the the institutions talked about it and how often the media talked about it. The main numbers are, so on the outer columns, there's the rank order of how many mentions, and the inner two columns are just the number of mentions. So you can see with the media, what really caught their attention was disciplinary cases. And I think that in general, when they're writing about professions, they're writing about professionals that are breaking the law. That tends to be get the most attention. But there was some media attention to change of practice requirements, scope of practice. And these were the issues that really concerned the regulatory bodies and the professionals. So there is some overlap in terms of what they saw as important, but not necessarily a lot in many respects. So yeah, we'll go on from there. Thank you. So really, this is just a preliminary analysis. And so when we think about next steps and analyzing this further, here's some questions that particularly interest me. What is the impact of regulatory context? Of course, in British Columbia, they regulate professions very differently than in Quebec. And in British Columbia, they're on the verge of completely restructuring their entire system of professional regulation. So how does that impact the kinds of changes they're making during the pandemic, or does it? What about the extent of the significance of the pandemic, how virulent it was? In the first few waves where we have a lot of data, Quebec has many more cases and seems to be impacted harder. So does that impact some of the scope of practice changes they're making that we don't see in British Columbia, for example? And then also just what happens next. Some of the orders, many of the orders we're looking at were implemented officially temporarily. They're not permanent. But I think we can suspect that once these changes have been made, they may become permanent. And so it'll be interesting to see what happens in the months to come, to what extent those groups that have enjoyed expanded scopes of practice actually maintain those scopes of practice. And there are shifts in the overall interrelationships among professions in terms of who can do what. So thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui m'amène à ma propre petite partie par laquelle on peut faire plusieurs liens, dans le fond, avec ce que Tracy vient d'évoquer, dans la mesure où on voit dans le secteur de la santé comment la pandémie a, dans certains cas, accéléré des projets professionnels, c'est-à-dire des ambitions professionnelles manifestées par des groupes avant la pandémie, et que l'état d'urgence a en quelque sorte accéléré, ou auquel l'état d'urgence a donné de l'élan, je dirais ainsi, sur le plan politique ou réglementaire. Et une question que je me suis posée moi-même, c'est est-ce qu'on voit la même chose dans des domaines qui ne sont pas directement liés à la santé ou au réseau de santé?
Et un des apports de ce projet-là, c'est de montrer que oui, en fait, c'est de rendre visible que oui, la pandémie et notamment les initiatives réglementaires qui ont été employées par le gouvernement, notamment par le biais au Québec des fameux arrêtés ministériels là, qui s'empilent depuis le début de la pandémie, ont beaucoup accéléré aussi des projets professionnels de certains groupes en dehors du milieu de la santé. Ce que je vais vous présenter, aujourd'hui, ce sont juste quelques cas pour illustrer ce fait-là, en utilisant des cas par lesquels des projets professionnels sont accélérés spécifiquement par les réglementations d'urgence associées à la pandémie. En fait, je vais vous soumettre 3 cas particuliers très rapidement là, au fin de la discussion. Un des cas qu'on peut documenter avec nos données, c'est le cas des notaires au Québec qui, très tôt dans la pandémie, dès le 27 mars 2020, ont bénéficié en quelque sorte de 2 arrêtés ministériels d'urgence liés à la pandémie qui autorisaient les notaires à ratifier les documents à distance. Et ça, c'était présenté comme quelque chose de très déterminé par la pandémie, mais en fait, c'est un projet professionnel de longue date qui est mené par la Chambre des notaires ou par des groupes de notaires à l'intérieur de la profession pour réorienter la profession du notariat vers la gestion de l'environnement technologique et à travers ça, faire du notariat une profession centrée sur la médiation et l'accès à la justice de façon plus générale et au-delà de leurs attributions plus traditionnelles. Et c'est un projet professionnel qui avait été, et ça c'est intéressant, accéléré considérablement au Québec par une autre catastrophe, qui avait été l'explosion du centre-ville de Lac-Mégantic en 2013, durant laquelle il y a des greffes de notaires qui avaient été pulvérisées, soulevant justement la question du notariat virtuel. Un deuxième cas qu'on a pu documenter dans nos documents, c'était le cas de la professionnalisation de l'évaluation psychosociale dans les prisons. C'est un enjeu qui est à la fois pointu, mais important parce que c'est une démarche de professionnalisation qui fait avancer pour des groupes comme les criminologues, les psychoéducateurs et les travailleurs sociaux, un projet très important de professionnalisation de l'évaluation psychosociale en contexte judiciaire et carcéral de façon générale. Et ce projet-là a été accéléré lui aussi considérablement par des arrêtés ministériels d'urgence justifiés par la pandémie, un peu plus tard, cette fois au printemps 2021. Et finalement, un troisième cas qui est un peu plus discret, mais qui a trouvé sa place encore une fois dans des arrêtés ministériels liés à la pandémie, et au nom des dispositions de l'état d'urgence. Ça a été progressivement, ce n'était pas acquis au début, mais l'intégration progressive dans les dispositions de l'état d'urgence, donc qui permettait à certains groupes de poser des gestes autrement interdits pour des raisons sanitaires, l'intégration de métiers de l'aménagement du territoire, comme les agronomes, les évaluateurs de bâtiments, les arpenteurs, et bon, dans notre typologie, les vétérinaires tombent également dans cette catégorie en raison de leur lien avec l'industrie agroalimentaire. Ces différents cas que je viens de soulever sont des cas que qu'on a identifiés d'abord dans le corpus réglementaire, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'ils étaient mentionnés dans les documents, dans les arrêtés ministériels justifiés par l'urgence pandémique. Ce que l'analyse des autres corpus ont pu montrer, en fait, on peut se poser la question, est-ce que ces avancées assez importantes de projets professionnels qui existaient déjà avant la pandémie ont été bien documentées dans les médias, par exemple? La réponse, c'est étonnamment oui dans le cas du notariat, c'est-à-dire que les médias ont pas mal relayé la transformation que j'évoquais là, concernant l'extension du notariat à distance, notamment, et tout ce que ça impliquait. Ce qui est intéressant, c'est que la couverture médiatique de cette évolution du notariat est presque jamais, et souvent, et en tout cas,
assez visible dans les médias, mais presque jamais associé à une demande des notaires eux-mêmes, alors que c'était le cas, mais plutôt décrite comme une conséquence de la pandémie, une conséquence nécessaire de la pandémie. Ça, c'est pour le cas du notariat, qui donne déjà un cas de figure intéressant. Les deux autres cas, en fait, servent à montrer qu'une activité réglementaire qui a des conséquences importantes dans certains domaines professionnels reste absolument invisible dans l'espace public tel que les médias. Et ça, même s'il y a beaucoup de documents qui traitent le 0 sur 320, par exemple, veut dire qu'il existe 320 documents médiatiques portant sur les professions concernées, mais que 0 de ces 320 documents-là parle de l'enjeu que je viens d'évoquer. Alors même que par exemple, sur les sites Internet des ordres concernés, les ordres eux-mêmes vont présenter ces développements réglementaires-là comme quelque chose d'important, non seulement dans le contexte de la pandémie, mais pour le développement de leur profession. C'est intéressant de voir que les médias ne le relaient pas. On sait évidemment, comme Tracy l'a fort bien évoqué, qu'il y a un décalage entre l'activité réglementaire et ce qu'on trouve dans les médias. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on peut identifier ce décalage-là et de quelle nature il est. Je vais m'en tenir à ça pour l'instant. La dernière rangée ici montre... Oups, pardon. La dernière rangée du tableau montre simplement qu'il peut faire le contraste avec le fait que certains groupes de professionnels qui sont totalement absents, au contraire de l'activité réglementaire, mais qui, eux, ont une bonne visibilité médiatique pour toutes sortes d'autres raisons. Ce qui nous amène au troisième enjeu que j'ai évoqué et à mon collègue Jean-Luc, c'est-à-dire la question de l'admission des candidats étrangers en contexte de COVID. Merci, Julien. Merci, Tracy, aussi. Donc, j'enfile avec cette troisième partie qui est plus transversale, comme Julien disait, portant sur l'admission de candidats étrangers en contexte de COVID. Déjà, en temps antérieur, je ne dirais pas normal, déjà en temps antérieur, l'admission de candidats étrangers est un enjeu complexe, mais en ajoutant la COVID, ça complexifie encore plus le portrait. Les principales questions de recherche qu'on regarde à ce sujet-là, c'est justement quels sont les enjeux qui entourent l'admission des PFE, comme l'acronyme les consacre, et leur entrée en pratique au Québec. Par entrée en pratique aussi, je précise, ce n'est pas juste l'admission à l'ordre professionnel. L'admission à l'ordre professionnel, c'est une des étapes qui, si on veut, le vestibule de la pratique professionnelle. Ensuite, ils ont souvent une prescription de formation complémentaire et de stage en milieu de travail. C'est les aspects qui m'intéressent en particulier en général, pour ensuite pouvoir faire l'entrée en pratique au Québec. Donc, le travail des ordres vise à rendre possible l'entrée en pratique, mais il y a des étapes subséquentes qui sont requises principalement par les ordres professionnels pour cette entrée en pratique, qui est le but ultime aussi d'une grosse partie du projet migratoire à la base. Et est-ce que les ordres professionnels ont produit des documents à ce sujet-là depuis mars 2020? Et on va regarder aussi, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont concernés dans l'écosystème des ordres professionnels qui ont produit des documents à ce sujet depuis le début de la pandémie. Donc, pour parler un peu de sociologie des professions, mais je veux pas être redondant avec ce que mes collègues ont mentionné, simplement souligner, mais Julien l'a déjà évoqué, l'importance de tenir compte du contexte pour bien comprendre les processus qu'on regarde. Quand on regarde, par exemple, sur une période X, mais il faut tenir compte de l'histoire et même d'éléments historiques bien antérieurs à la période actuelle pour bien comprendre le sens de ce qui se passe. Et puis, ces professions qu'on dit réglementées, bien, elles le sont aussi parce que
En gros, si on ne les encadre pas, il y a un danger. C'est un danger qui est estimé assez important pour nécessiter un système réglementaire. Au Québec, on l'a par le Code des professions. Ailleurs, c'est différent. Puis, tout ça structure l'admission des candidats venant de l'étranger dans un processus qui est complexe et qui est beaucoup lié au système juridique du territoire d'accueil. Et au Canada, mais c'est chacune des provinces et des territoires qui précisent les règles juridiques par lesquelles les candidats formés à l'étranger peuvent intégrer, entrer en pratique professionnelle. Tout ça, donc, est variable d'un territoire à l'autre. Je mentionnerai juste en contraste la pratique d'ingénieur en France, par exemple. La responsabilité n'est pas individuelle. Un ingénieur en France n'est pas responsable individuellement, personnellement, des vices de son travail, mais c'est l'entreprise qui le sera. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'ordre des ingénieurs en France, parce qu'il n'y a pas l'utilité d'un ordre des ingénieurs comme il y a au Québec, étant donné qu'au Québec, les ingénieurs individuellement portent une responsabilité. Et donc, l'ordre au Québec et ailleurs au Canada, pour chacune de ces juridictions, vise à assurer que la personne qui détient le titre a les compétences requises pour exercer et au-delà de détenir le titre, on surveille dans le temps aussi s'il y a maintien des compétences et qu'il n'y a pas de comportement ou de pratique discutable, voire dangereuse. Donc, c'est un petit préambule là, de sociologie des professions, en particulier pour les professions réglementées. Puis, pour ce qui a trait à l'admission des professionnels formés à l'étranger aussi, il y a beaucoup de pression depuis, on peut dire, depuis les années 2000, pratiquement, surtout des pressions morales pour éviter un gaspillage de compétences. On a tous en tête l'image du chauffeur de taxi qui nous révèle durant un trajet qui était médecin dans un pays X, Y, ou ingénieur ou avocat. Bon, ça, c'est le côté pression morale de devoir à reconnaître et rendre possible la pratique de professionnels formés à l'étranger ici au Québec. Mais il y a de plus en plus, depuis presque une dizaine d'années aussi, un virage utilitaire qui est appliqué à l'immigration. Et encore plus depuis la mise en place du le mandat du gouvernement actuel, de plus en plus des pressions économiques pour assurer l'entrée en pratique et donc minimiser cette perte de compétences à laquelle on assiste depuis trop longtemps. Par ailleurs, le contexte de la COVID mène à certaines expérimentations et là, c'est là où nos questions cherchent à voir, est-ce que c'est uniquement pour composer avec la crise ou pour régler des enjeux antérieurs et anticiper des innovations pour l'après-crise. Dans à peu près tous les secteurs, le télétravail se répand, évidemment, sûrement davantage maintenant. Il y aura sûrement un recul du télétravail dans l'éventualité d'une fin de crise COVID, mais certainement pas comme c'était avant. Autrement dit, il y a une part de télétravail qui va sûrement rester. La même question peut se décliner pour d'autres aspects du travail, mais ça implique toutes sortes de transformations de pratiques pour les professions réglementées. Comme l'expliquait aussi Julien à propos des notaires, par exemple.
Donc, si on regarde un peu plus précisément ce que nous disent les données qu'on a recueillies jusqu'à date, on voit qu'il y a très peu de documents comme tels des ordres professionnels traitant de l'admission ou l'entrée en pratique pour les professionnels formés à l'étranger. On voit de façon générale l'aménagement des règles d'admission pour composer avec la pénurie. Puis là, c'est particulièrement aigu dans le domaine de la santé, particulièrement au Québec. Et donc, de favoriser, la question est de favoriser l'accélération des parcours en fin de formation et donc pour les étudiants, pour les résidents en médecine, par exemple, mais très peu pour les professionnels formés à l'étranger. Puis aussi, il y a aussi une sollicitation des retraités, comme le mentionnait Tracy aussi, à contribuer de façon peut-être inattendue et ce qui peut, c'est peut-être une partie de pratique qui va demeurer après aussi en termes de permis restrictifs temporaires. On a vu, par contre, beaucoup dans les médias, des réactions du peu d'ouverture au Québec d'ordre particulièrement de la santé pour admettre des professionnels formés à l'étranger. Les réactions dans les médias ont souligné le contraste avec l'Ontario. L'Ontario ayant émis très rapidement des permis restrictifs temporaires, entre autres pour des médecins. Maintenant, quand on fouille un peu derrière les titres de ce qui est rapporté dans les médias, il y a très rapidement des défis appréhendés avec les besoins d'encadrement que cela entraîne, a fortiori d'autant plus en contexte de pandémie où justement il y a une pénurie de main-d'œuvre et donc forcément aussi on est moins flexible pour allouer certaines ressources à encadrer des professionnels qui sont en début de carrière. C'est le principal problème qu'invoquait aussi le Collège des médecins pour expliquer qu'il y avait une fermeture à l'admission à des permis temporaires pour des médecins formés à l'étranger au Québec. Par contre, on a vu quelques innovations comme des professionnels formés à l'étranger qui ont été recrutés pour faire partie de brigades de sensibilisation à des bonnes pratiques en contexte de pandémie au niveau sanitaire, l'usage des masques, c'est quelque chose au début qui était nouveau, hein, il fallait s'habituer. Maintenant, ça y est, on peut tous cocher la case à peu près. Mais, il y a aussi eu aussi beaucoup de débats autour du télétravail et de la pratique à distance et la question de la protection du public. C'est pourquoi les ordres professionnels sont en place. Et là, on rentre dans un univers juridique assez technique qui analyse des questions reliées à la Charte canadienne des droits, par exemple, pour ce qui est de la possibilité de travailler, d'exercer sa profession au-delà de la juridiction où on se trouve. Par exemple, un psychologue qui ferait une consultation en télépratique avec un usager, un client qui se trouverait dans une autre province, voire un autre pays que lui. Et donc, ça a une incidence un peu aussi sur des professionnels formés à l'étranger qui pourraient prodiguer ainsi un service professionnel de l'étranger à un client situé au Québec ou en Colombie-Britannique ou ailleurs au Canada. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Par contre,
Oui, il y a très peu de traces de documents des ordres professionnels, mais le Conseil interprofessionnel, qui est l'organisme qui regroupe, qui est un peu la voix des ordres professionnels au Québec, a émis plusieurs documents sur la question de l'admission des professionnels formés à l'étranger, puis sur l'importance de mieux soutenir les ordres, mais aussi les organismes de formation, les établissements collégiaux, universitaires, chargés de prodiguer des formations complémentaires, et aussi les employeurs. Puis tout ça, bon, ça semble-t-il pris forme avec l'annonce du ministre Jean Boulet en décembre. Bon, là, je déborde du mandat de notre recherche, mais on voit qu'il y a quand même eu 130 millions de dollars attribués à différentes réformes visant à faciliter l'admission des professionnels formés à l'étranger, que ce soit du côté des ordres, du côté des établissements de formation ou du côté des milieux de travail des employeurs. Ensuite, oui, on a vu aussi en santé qu'il y a eu une augmentation assez importante des collaborations interprofessionnelles qui étaient souhaitées depuis longtemps. Il y a probablement une identification aussi avec la COVID et les limites qui ont été amenées à cause de la COVID sur le système de santé, des facteurs qui freinent, qui ont eu tendance à freiner la collaboration interprofessionnelle. Et bon, il se trouve qu'il y a une semaine ou deux, la commissaire à la santé et au bien-être a publié ses rapports d'analyse sur ce qui s'est passé dans la première vague en CHSLD au Québec et, entre autres, identifié plusieurs facteurs qui touchent la pratique des médecins et la sauvegarde de certains champs professionnels qui pourraient être assumés, par exemple, par les infirmières praticiennes spécialisées, les IPS. Un partage de pratiques qui est beaucoup plus répandu ailleurs au Canada qu'au Québec depuis plus longtemps, ce qui est souligné d'ailleurs dans les discussions et les réactions qu'on voit apparaître depuis hier et aujourd'hui au projet de loi 11 qui est présentement à l'étude à l'Assemblée nationale. Donc, essentiellement, il reste une... Est-ce qu'il restait? Oui. Bon. Il restait une diapo après, je crois. Oui. L'enjeu du télétravail, comme je le mentionnais, c'est presque dans toutes les sphères d'activité. Puis, les collaborations interprofessionnelles sont appelées à se multiplier et à demeurer après. Bon, la nécessité est mère de l'invention, c'est le cas, on le voit. Avec ce que font entre autres les infirmières, ce qu'on fait aussi des physiothérapeutes et ce qu'on appelle maintenant les technologues en physiothérapie. Et c'était les thérapeutes en réadaptation physique avant. Il y a vraiment un courant de professionnalisation qui reflète l'évolution de la pratique aussi, mais qui est une stratégie de mise en avant de leur expertise, qui est tout à fait légitime aussi. La transformation au niveau des politiques d'immigration avec l'input plus direct de l'aspect économique que peuvent jouer l'intégration de professionnels formés à l'étranger dans la résolution notamment des pénuries, puis de la contribution en général à la société d'accueil. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Et voulais-tu conclure, Julien, ou c'était ici? Oh. Non, je pense qu'on n'a pas besoin d'une conclusion générale. Là, on peut passer. Je renverrai directement le crachoir à Jean-Benoît.
Merci pour le crash report. Merci à vous trois pour cette présentation. De toute façon, effectivement, comme avec les autres, à la fin, on aura l'occasion, s'il y a des questions plus ciblées, d'y revenir en période plénière ou même d'un à un